Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La BAT commence à électrifier ses camions. Tiregate, des jantes de roues et des pneus difficiles à trouver pour certaines marques. Le groupe Girardin achète une usine à Plattsburgh et des moments très difficiles pour Nissan. Ça bouge dans l'univers des usines de batterie. La Polestar 3 fabriquée en Amérique est livrée au Canada et BYD dépasse Ford au 6e rang des ventes mondiales. Il n'y a pas juste des voitures, on parle des trottinettes électriques, Roulez vert avec Stéphane Levert et... en grande entrevue, des propriétaires d'Equinox EV qui nous parlent de la joie de conduire ce nouveau véhicule fort populaire chez Chevrolet. Mais effectivement, le volume de la valise est assez impressionnant. Une fois qu'on couche les sièges, il y en rentre du stock. Tout ça et plus encore dans l'épisode 187 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Déjà le dernier épisode avant notre spécial top 10 du temps des fêtes avec remise des prix du public. Ça, c'est dans 2 semaines, le 20 décembre. Mais on est donc rendu à notre dernier épisode régulier. Le temps passe vite, je dois vous dire, et ça marque également la fin, là, dès dans 2 semaines, de la saison 8 de Silence on roule. Ne craignez rien, la saison 9 est déjà confirmée. On est de retour en janvier pour une saison 9 de Silence on roule. Plein de nouveautés. On va vous compter ça en temps et lieu. Laissez-moi, par contre, vous rappeler qu'on a plusieurs trucs qui roulent. Premièrement, la promotion de 10 $ de rabais si vous devenez membre or ou platine de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est le temps de le faire. Vous allez au aveq.ca. Il y a un petit onglet en haut là, des menus. Vous allez dans membres et vous devenez membre et on va vous demander un code promotionnel pour avoir un rabais de 10 $. Le code promotionnel, c'est silence24, silence en majuscule. Donc, silence en majuscule 24. Et vous allez avoir automatiquement 10 $ de rabais. C'est quand même 20 % de rabais sur un membership or. Vous allez également avoir un 10 $ de rabais si vous prenez un engagement platine avec l'AVEQ. Donc, on vous conseille fortement de profiter de tout ça et de supporter l'association provinciale qui fait tant pour l'essor, l'information, la démocratisation de l'information sur le véhicule électrique au Québec. On a une autre promotion qui roule avec macapuche.com, les protèges ports de recharge. La neige a commencé, là. Il y en a qui ont commencé à avoir des désagréments de neige et de glace qui s'accumulent dans le port de recharge. On a une promotion qui se termine la semaine prochaine. Il reste juste une semaine. C'est très simple. Vous devez aller là, donc, sur le site concours macapuche.com. Vous pouvez nous trouver sur le site internet silenceonroule.com. Là, il y a un lien pour y accéder ou encore directement sur notre page Facebook. Il y a une publication qui est là où on voit un jeune homme là, qui est en réflexion devant un port de recharge enneigé. On vous demande de nous écrire qu'est-ce que peut bien penser le jeune homme en question. Soyez créatif, soyez imaginatif, humoristique. Donc, vous écrivez votre commentaire humoristique et vous avisez vos amis de venir, comme on dit, aimer, liker sur Facebook votre publication, car les 2 qui auront le plus de likes ou de j'aime là, vont se mériter un protège port de recharge adapté à leur modèle de véhicule. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont participé. Certains sont rendus avec pas mal de votes. Donc, participez. C'est votre chance d'avoir un protège port de recharge macapuche.com, les meilleurs sur le marché actuellement. Et si ça ne vous tente pas de participer parce que vous en avez déjà un, ben allez voir les commentaires puis votez pour ceux qui ont déjà voté. C'est bien intéressant. Mais ne vous gênez pas pour participer en très grand nombre. Là, ça achève. C'est le 13 décembre là, qu'on va remettre le prix aux gagnants. Un dernier point hyper important parce que, comme je vous ai dit précédemment, dès dans 2 semaines, c'est notre spécial de fin d'année, le top 10 des événements marquants en électromobilité en 2024. Mais c'est le moment de remettre les prix du public. Les prix du public, c'est quoi? Ben, on vous sonde, vous, les auditeurs de Silence on roule et les amateurs d'électromobilité, et on vous demande
Quels sont les gagnants, selon vous, dans 4 grandes catégories? Alors, les catégories sont évidemment la voiture électrique lancée en 2024 de l'année. On vous demande quel est le réseau de recharge publique qui s'est le plus amélioré en 2024. On vous demande également quelle est l'entrevue, la grande entrevue de Silence on roule qui vous a le plus marqué en 2024. Et finalement, quel concessionnaire automobile se mérite le prix de concessionnaire automobile de véhicules électriques de l'année basé sur la qualité de l'information qu'il vous a donnée, la connaissance des produits, donc des véhicules électriques et de l'infrastructure et tout ce qui tourne autour des véhicules électriques. Donc, quel est ce concessionnaire automobile qui se distingue par la qualité de son service et de ses informations en lien avec les véhicules électriques? Vous votez, c'est facile. Vous allez tout simplement sur le site vote2024.silenceonroule.com. Je répète, vote2024.silenceonroule.com et vous faites vos choix et les grands gagnants seront annoncés dans notre épisode de fin d'année, là, dans 2 semaines, donc le 20 décembre. Donc, c'est un prix qui est remis en gros par vos votes. Donc, vous êtes ceux qui dites aux gens de l'industrie, voilà ceux qui méritent d'être soulignés en 2024. Donc, très intéressant, participez en très grand nombre. Aujourd'hui, un épisode très intéressant. Vous allez aimer ça, je pense. Stéphane Levert a une chronique encore où les verts. Philippe Corbeil qui nous parle de trottinettes, même si avec la neige, on les a rangées, mais c'est le temps de commencer à les magasiner si on veut s'acheter quelque chose là, pour le printemps. Donc, des moyens de transport légers, abordables, efficaces, les petites trottinettes électriques. Très intéressant, on écoute ça. Et en grande entrevue aujourd'hui, on parle avec 2 propriétaires de probablement la voiture la plus populaire, en tout cas qui fait couler le plus d'encre depuis le début de l'année, l'Equinox EV de Chevrolet. Hyper populaire comme voiture, petite, sans trop petite, donc c'est quand même pas une grosse voiture, mais c'est pas une petite voiture non plus. C'est abordable, c'est accessible au niveau de tout ce qui est fourni, qui est inclus dans le véhicule. C'est vraiment un rapport qualité-prix, option du véhicule qui est assez difficile à battre actuellement sur le marché. Donc, 2 propriétaires qui nous parlent de ce véhicule-là, qui vont vous dire ce qu'ils apprécient ou apprécient moins du véhicule. Il n'est pas parfait, comme tous les véhicules, évidemment. Il y a ses bons et ses mauvais côtés. On en apprend plus dans quelques instants. Sans plus tarder, je vous propose de tout de suite aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La brasserie Labatt franchit une nouvelle étape vers son développement durable. En effet, en renforçant son engagement écologique, la brasserie Labatt a annoncé l'acquisition de 10 camions électriques Volvo VNR à batterie, une décision qui marquait un record établi. Il s'agit de la plus grande commande individuelle de ce modèle au Canada, représentant près de 25 % des livraisons nationales de Volvo Truck. Cette initiative s'accompagne également de l'acquisition d'un premier camion de réparation zéro émission pour le Québec, un pas de plus vers la logistique plus verte. Dans un appel sur les différentes communautés Facebook et par le biais du téléjournal, la journaliste Aimée Lemieux questionne les propriétaires d'Equinox et de Blazer EV sur une pénurie de pneus et de jantes pour ce véhicule. Ces derniers soulèvent un voile sur une pénurie incompréhensible et préjudiciable selon elle. Voici la réponse que l'AVEQ lui a communiquée.
En gros, l'Association des véhicules électriques du Québec a rappelé qu'il ne s'agit pas d'un problème lié aux véhicules électriques, mais bien au fait que ces nouveaux véhicules utilisent ce qu'on appelle un bolt pattern, donc le positionnement des écrous pour verrouiller les jantes après le véhicule, qui sont faits de façon différente, nouvelle, et les manufacturiers de pneus et de jantes semblent avoir stocké en quantité trop faible les pneus et les jantes pour ce type de véhicule. D'ailleurs, un épisode spécial de Silence on roule, le dernier hors-série, traitait particulièrement de ce problème. Donc, M. Sébastien Reich de l'AVEC a déclaré que ce n'est pas un problème spécifique aux véhicules électriques, mais plutôt une difficulté générale pour tous les véhicules nécessitant des pneus et des jantes non standards pour le moment. L'approche just-in-time, qui privilégie une production limitée pour réduire les coûts et maximiser les profits, accentue ces tensions, en rajoutant que la pénurie de main-d'œuvre dans les garages et l'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes en Amérique du Nord jouent également en défaveur. Le plus grand fabricant d'autobus scolaires au Canada, à partir de son usine de Drummondville, le groupe Girardin, confirme aujourd'hui l'acquisition d'une usine de fabrication d'autobus située à Plattsburgh, dans l'État de New York. L'entreprise familiale québécoise de troisième génération compte y assembler les mêmes produits que ceux fabriqués à son usine de Drummondville. Cet investissement fait partie d'une stratégie de croissance pour doubler la capacité de production, et ce, afin de mieux répondre à la demande soutenue et grandissante pour leurs produits reconnus pour leur qualité et fiabilité. L'usine de Drummondville, qui compte déjà plus de 600 employés à son actif, est aussi en processus d'agrandissement. L'entreprise Nissan traverse une période difficile et l'avenir de l'entreprise semble incertain. Selon des sources internes, le constructeur automobile pourrait n'avoir que d'un peu plus de 12 à 14 mois pour redresser sa situation financière avant qu'elle ne devienne insoutenable. La baisse des ventes sur les marchés clés comme la Chine et les États-Unis a fortement impacté l'entreprise, l'obligeant à supprimer 9000 emplois et à réduire sa production de 20 %. Bien que ces mesures permettent de réduire les coûts, elles ne suffisent pas à résoudre le problème principal, trouver des fonds nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise, d'autant plus que sa très grande collaboratrice de toujours, l'entreprise Renault, a décidé de retirer graduellement ses billes dans l'entreprise Nissan. Beaucoup de mouvements dans les dernières semaines en lien avec les usines de batterie. Premièrement, on apprend que Vercor a le vent dans les voiles. C'est une start-up qui a été fondée en 2020 à Grenoble par 6 entrepreneurs qui prévoit inaugurer sa première usine de batterie électrique à 2025 à Dunkerque. Donc, l'entreprise ambitionne également d'y établir 2 autres sites à terme dans le contexte difficile de l'industrie des batteries, marqué par le ralentissement de vente des véhicules électriques, particulièrement en Europe, la réduction de l'aide de l'achat en France et en Allemagne, ainsi que la concurrence accrue. L'entreprise a quand même l'intention d'établir son premier siège social. Parallèlement à ça, toujours dans les batteries, un rajustement de tir chez GM parce que l'entreprise vend sa participation dans une usine de batteries dans le Michigan avec LG Energy Solutions. Elle a annoncé il y a une semaine qu'elle cédera sa participation dans cette usine de batteries qui était située à Lansing dans le Michigan. Et c'est simplement son partenaire LG Energy Solutions qui va s'en occuper. Cette décision intervient alors que le constructeur automobile de Détroit ajuste l'ensemble de ses ambitions dans le domaine des véhicules électriques. Et toujours dans le domaine des batteries, Stellantis et Samsung SDI s'unissent pour construire 2 usines aux États-Unis. Une co-entreprise entre Stellantis et Samsung SDI a reçu l'engagement du gouvernement américain pour un prêt pouvant atteindre 7,54 milliards de dollars destinés à financer la construction de 2 usines de batteries pour les véhicules électriques à Kokomo, dans l'Indiana. Le gouvernement provincial du Manitoba accélère l'électrification en permettant notamment à Manitoba Hydro de gérer son propre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. La Société de services publics provincial envisage désormais de devenir un opérateur de réseau de recharge pour véhicules électriques, à l'instar du Circuit électrique et Hydro-Québec, par exemple. Cet automne, la province a publié son plan énergétique abordable qui expose des projets pour garantir un accès durable et fiable en énergie, y compris des stations de recharge publiques. Manitoba Hydro a exploré plusieurs options, partenariats, emplacements potentiels et niveaux de chargeurs afin de concilier une éventuelle infrastructure de recharge appartenant à Manitoba Hydro.
La Polestar 3 marque un important jalon pour le constructeur, devenant son premier modèle fabriqué en Amérique du Nord dans sa toute nouvelle usine située en Caroline du Sud. Juste à temps pour les fêtes. Les premiers véhicules Made in North America sont livrés aux clients canadiens. En effet, les premières Polestar 3 produites dans l'usine de Caroline du Sud sont désormais livrées aux propriétaires du Canada, selon les confirmations du constructeur. La Polestar 3 occupe une place essentielle dans l'expansion de la gamme Polestar, conçue pour répondre aux besoins du marché nord-américain. Ce VUS électrique est fièrement assemblé en Caroline du Sud et désormais livré pour toutes les régions du Canada et des États-Unis. Les premières livraisons au Canada ont lieu à Vancouver, Toronto et Montréal. Le prix de départ pour la version du double moteur longue autonomie est fixé à 85 200 $ canadiens. Cependant, le modèle ne bénéficie d'aucune subvention fédérale ou provinciale. BYD, le constructeur automobile chinois, gravit rapidement les échelons en venant d'atteindre les 4 millions de ventes cette année. L'entreprise a récemment dépassé Ford, reléguant ce géant historique à la 7e place des ventes mondiales. Désormais, BYD n'est plus qu'à 10 000 unités de Stellantis, le 5e constructeur mondial, annonçant un bouleversement majeur dans le secteur automobile. Le 3e trimestre de 2024 a été exceptionnel pour BYD, établissant un nouveau record. Entre juillet et septembre, la marque a vendu 1,13 million de véhicules, soit une hausse de 38 % par rapport à l'année précédente, enregistrant ainsi son meilleur trimestre à ce jour. Pendant cette période, BYD a surpassé les acteurs majeurs, notamment Tesla, et s'est imposé comme le 6e plus grand constructeur automobile mondial. Ford, avec environ 40 000 véhicules vendus de moins que BYD, en chute de la 7e place à la 6e place. Sur les 9 premiers mois de l'année, BYD a livré 3,25 millions de véhicules, se rapprochant de Ford et de ses 3,3 millions. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. La chronique « Il n'y a pas juste des voitures » est une présentation de Moteur Taiga, le pionnier québécois de l'électrification des véhicules hors route. Utilisez le code ONROULE lors de votre réservation d'une motoneige ou motomarine 100% électrique de Taiga et obtenez 250 $ de rabais. Visitez taigamotors.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Et oui, Philippe Corbeil de Silence on roule. Encore une fois, je suis allé faire un petit tour chez mes amis du complexe EV à Saint-Hyacinthe, là, qui ont toujours plein de produits intéressants. Puis aujourd'hui, j'étais avec Alex. Puis Alex, tu me présentes, là, vous avez une belle gamme là, de trottinettes électriques, là. Yes, salut Philippe. Toujours plaisir de te recevoir ici au complexe EV. Effectivement, trottinettes, on a une grande gamme de trottinettes. Écoute, il y a une loi qui a passé justement là, dans la dernière année qui parle des trottinettes que ça prend 14 ans. Casque obligatoire, moteur de 500 watts maximum et une vitesse maximale de 25 km/h. Donc, nous, on s'est grillé d'une belle inventaire de trottinettes qui respecte cette réglementation-là pour les jeunes là, de 14 et même, je te dirais, jusqu'aux gens de 70 ans. J'en ai vendu une récemment. Il y a de quoi se faire du plaisir avec une trottinette là, à tous les âges, là. C'est bon parce que, oui, c'est pas nouveau les trottinettes électriques. Ça fait longtemps qu'on en voit, mais là, c'est ça, t'as vraiment mis le doigt sur le point qui est vraiment important. C'est que maintenant, si vous promenez avec ça dans la rue, vous ferez pas, vous risquez pas d'avoir une contravention parce que ça a été longtemps illégal ou du moins dans une zone grise où est-ce que des fois c'était toléré, mais la loi disait que c'était illégal. Là, maintenant, c'est vraiment c'est possible d'être légal puis de circuler dans la rue, là. Oui, effectivement. Fait que là, nous, c'est pour ça qu'on en vend maintenant. Même au début, nous, on hésitait. On n'était pas chaud à l'idée de vendre un produit qui n'était pas 100% légal sur les routes ou comme zone grise, comme tu as mentionné. Mais maintenant, là, c'est fait. Donc, on peut vous vendre des belles trottinettes le temps qu'on respecte là, les réglementations.
C'est bien. Puis, une trottinette électrique, on parle de quoi comme prix pour ce type d'engin-là? Ça va varier beaucoup. Je vous dirais, là, dans le prix moyen de ce que je vends, une trottinette là, qui respecte les réglementations, on va parler d'autour de entre 750 à 850 $. Écoute, j'ai des trottinettes d'entrée de gamme aussi également à 500 $ là, qui vont rouler un petit peu moins vite. Puis, on vend également de la trottinette, là, usage hors route seulement, qu'on peut utiliser soit au chalet, au camping, des choses comme ça, qui peuvent avoir là, un petit peu plus de performance, mais ceux-ci, on les vend vraiment à usage hors route. Là. Il y a certaines trottinettes qui sont plus ou moins légales. Ceux-là vont se détailler plus autour de 1500 $. Là. Ouais, fait que c'est, comme tu dis, tu as des trottinettes qui sont pas légales sur la route, mais quelqu'un, c'est ça, comme dans un camping qui sort pas du lieu privé, si on veut, ben lui, la réglementation ne l'affecte pas. C'est ça que tu m'expliques. Oui, c'est ça. S'il reste sur son terrain à lui, en fait, là, en campagne, sur une terre à bois, une érablière, au chalet dans le nord, là, sur son terrain, il n'y a aucun problème. Là, on peut utiliser là, ce type de produit-là. Là. Parfait. Puis au niveau des trottinettes électriques, c'est quoi les autonomies pour une trottinette légale pour la rue que quelqu'un veut utiliser, mettons, pour ses besoins quotidiens, comme aller au travail, ces choses-là? Fait que c'est quoi les autonomies disponibles là-dedans? Principalement, ce qu'on retrouve, ça va être autour de 40 km d'autonomie, qui est quand même très bien. J'ai certaines trottinettes qui respectent aussi les règles, qui sont un petit peu plus dispendieuses, qui vont avoir des batteries avec plus d'ampérage. On va aller jusqu'à maximum 65 km d'autonomie. On va parler plus d'une trottinette autour de 1200 $ par contre là, dans ces autonomies-là. Parfait. Puis pour la recharge, c'est comment que ça fonctionne? Au niveau de la recharge, c'est bien simple, 120 volts à la maison, une prise standard. On va parler de 4 à 6 heures de recharge, tout dépendamment le niveau de batterie de la trottinette. C'est bien. Puis est-ce que les batteries s'enlèvent ou on recharge? Parce que c'est quand même une trottinette, fait que des fois, c'est pas difficile tellement à transporter. C'est quoi la meilleure façon pour la recharger? La majeure partie de nos trottinettes se plie en deux, puis ça fait comme une grosse valise, si on veut, donc on peut la transporter. Mon meilleur vendeur, je dirais, là, c'est celle avec la batterie qui s'enlève facilement. La batterie est fixée là, au guidon, si on veut. Donc, elle se retire bien. Donc, si on n'utilise plus la trottinette, on peut amener la batterie chez nous à l'intérieur pour la recharger. Si l'hiver, on ne l'utilise pas également. J'ai certaines trottinettes, par contre, ceux qui font plus d'autonomie, les batteries sont dans le plancher. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de retirer la batterie. Il y a des vis à enlever, ces choses-là. C'est possible quand même, mais c'est moins... si je peux me permettre mon petit anglicisme, user-friendly, comme on dit. Fait que, de toute façon, comme on dit, une petite trottinette, comme la plupart des gens vont être capables de la trimballer, mais c'est sûr que quand on habite au 3e étage puis qu'on la laisse en bas dans le garage ou dans le stationnement, ben il y a tout le temps l'option de ceux qui ont des batteries qui s'enlèvent. Hein? Oui, effectivement. Ça peut être une option de prendre celle-là. Puis sinon, il y a l'option aussi, si on reste au 3e étage, de peut-être prendre une qui est un petit peu moins lourde aussi également, donc avec une plus petite batterie, là, c'est plus facile à transporter. On a vraiment là, toute une belle gamme de trottinettes. Là. Ben, merci Alex, et puis moi je vous dis à la prochaine. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. GM nous a habitués à faire des hits de masse, comme on dit, que ce soit avec sa Volt, que ce soit avec la Bolt, qui a été, ma foi, un des véhicules les plus vendus et les plus présents sur les routes du Québec pendant de nombreuses années. Ils viennent de récidiver, je pense bien, quand on regarde les statistiques de vente et d'immatriculation de la Chevrolet Equinox.
on s'enligne vraiment pour un autre coup de circuit. Pour en parler, j'ai 2 propriétaires de l'Equinox. En studio avec moi, François Villot. Bonjour, François. Salut, Martin. J'ai quasiment eu envie de partir ton thème, mais je vais le garder pour les grandes occasions. Oui, on n'exagérera pas. Hein? Trop, c'est comme des condiments, ça, quand on est en métro. Ça fait trop longtemps que je n'étais pas venu. C'est ça, on va se réhabituer. Et à distance avec nous, Éric Desjardins. Bonjour, Éric. Bonjour, Martin. Écoutez, messieurs, premièrement, on va se présenter un peu. Je vais commencer avec toi, Éric. Donc, tu as une Equinox, mais est-ce que c'est ton premier véhicule électrique? Et sinon, quel autre véhicule électrique tu as eu avant? Non, c'est pas mon premier véhicule électrique. Avant ça, j'ai eu une Leaf SV+, que j'ai acheté en août 2022, mais que c'est une 2023. Et avant ça, j'ai eu une Ioniq hybride branchable. Okay. C'est là qu'est parti mon intérêt pour le 100% électrique. C'était une transition, on se branchait, j'avais un 45 km d'autonomie. Par la suite, après ça, je me suis en allé vers la Leaf, mais écoutez, je pense que les véhicules électriques, je les ai tous essayés quasiment. J'en ai lu beaucoup là-dessus. J'en ai vu beaucoup, là. Puis ma conjointe, elle a une Prius Prime, une 2020. Puis là, en ce moment, moi, depuis août de cette année, j'ai l'Equinox EV que j'ai là nouvellement. Excellent. François, électromobiliste de longue date? Oui, depuis 2013. Moi aussi, là, c'est mon 4e, en fait. C'est mon 4e, l'Equinox. Fait que j'ai eu la Leaf en 2013. J'ai eu une autre Leaf après la 2016 qui avait une batterie un petit peu plus grosse que la 2013. J'ai eu la Bolt en 2019. Puis l'Equinox depuis septembre. Fait que, OK. Tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Tout nouveau. Je vais y aller avec toi pour commencer, Éric. Donc, tu as choisi l'Equinox. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers l'Equinox? Est-ce que tu avais fait des essais routiers? Tu es allé chez un concessionnaire, un salon de l'auto? Comment ça s'est aligné pour que tu te diriges vers l'Equinox? Oui, en fait, comme j'ai dit, j'ai essayé plusieurs véhicules. J'avais essayé, moi, parce qu'au début, comme ma Leaf, j'avais en location, je voulais la transférer parce que, bon, on sait, la Leaf, c'est pas une longue routière, on peut pas faire des trajets, des voyages. À ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai mis sur le marché pour faire un transfert de location et là, je suis parti à l'essai de véhicules le temps que ça se fasse. Et puis, j'avais essayé plusieurs véhicules, donc j'ai essayé le Ioniq 6, Ioniq 5, le Kona, Tesla 3. J'ai tout essayé, l'Aria, l'Equinox EV que j'ai essayé dans mon coin dans un secteur concessionnaire. Il y en avait un en essai. Et puis, en fait, mon dernier choix, j'ai hésité entre l'Aria puis l'Equinox EV. Mais l'Aria, pour avoir la grosse batterie, le véhicule est de 62 000, alors que l'Equinox, pour avoir une autonomie qui est de 513 km, ça part à 50 000. Donc, moi, personnellement, je trouve que GM, ils ont frappé le sweet spot avec ce véhicule-là. C'est-à-dire, c'est un véhicule qui a une super bonne autonomie. Je l'ai utilisé, j'ai fait un petit voyage cet été, je suis parti chez moi de Mirabel, j'étais à la Burlington aux États-Unis, aller-retour, j'ai même pas eu besoin de charger, j'ai roulé sur l'autoroute à peu près à 115, 118, je suis revenu, il me restait à peu près 10-11% d'autonomie. Le système Google dedans qui est quand même assez conservateur, mais précis dans ses niveaux pour indiquer les itinéraires, les bornes arrêtées, tu as les informations sur les bornes. Je trouve honnêtement, ce véhicule-là, pour le prix, honnêtement, c'est difficile à battre. Oui, tout à fait. C'est difficile. Je partais d'une Leaf, puis j'avais 340 km d'autonomie. Et là, je suis allé avec l'Aria, avec la petite batterie, je m'arrivais avec la même autonomie. Le véhicule, il est gros, et l'Aria, il est confortable, une très belle finition, mais je trouvais que pour un véhicule, faire des longues routes, je trouvais que la batterie ne fit pas avec le véhicule. Puis après ça, quand on allait dans la grosse batterie, le prix était beaucoup trop dérisoire. Non, je pense que tu as raison quand tu as parlé de Sweet Spot. Je pense que tu es pas mal bullseye. Toi, François, tu avais donc une Bolt juste avant. Tu es resté dans la marque. Est-ce que c'est parce que tu avais aimé la marque? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de Bolt En fait, au départ, c'était même pas moi qui était supposé d'avoir l'Equinox. On avait mis notre nom parce que j'ai acheté ma Bolt chez Bourgeois Chevrolet avec Yannick Asselin. Puis lui m'avait dit, l'Equinox s'en vient. Est-ce que ça tente de mettre ton nom? Juste de réserver pour un modèle Equinox. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et Wise, il avait fait la même chose avec moi. Ah, c'est ça, exactement. il nous connaît bien. Ouais. Mais à ce moment-là, en fait, j'en avais parlé à ma conjointe, puis j'avais dit, hey, pourquoi qu'on ne changerait pas ton. Elle a un Hyundai Tucson. On pourrait aller 100% électrique. Tu sais, ça se ferait si on avait un plus d'autonomie, tout ça. Fait qu'on avait on avait mis notre nom, puis. En bout de ligne, elle avait décidé que non, elle ne prenait pas, mais on avait quand même laissé notre nom. Puis quand Yannick me dit, elle est sur le train, elle s'en vient, est-ce que tu la veux? J'ai fait comme, peut-être. Quand on a réévalué ça. Puis dans le fond, un peu comme Éric dit,
je veux dire, la Bolt, c'était le meilleur ratio prix-autonomie. Avec le temps, je me suis rendu compte de la fiabilité de la voiture. Puis quand je suis passé à l'Equinox, je me suis rendu compte que c'était vraiment la même chose là, au niveau du prix. L'autonomie, encore une fois, qui était vraiment impressionnante là, pour le prix. Oui. On n'en a pas parlé, mais est-ce que tu as une version qui est traction intégrale ou traction avant, toi? Traction avant. Traction avant, toi, Eric? Moi aussi, c'est une traction avant. C'est le modèle 2LT. Traction avant. Okay. Même chose. Donc, vous avez en haut de 500 km d'autonomie sur le véhicule, là, c'est ça? 513 qui affiche au départ. Là, puis honnêtement, qui est quand même très facile à atteindre. En tout cas, en été, moi, j'ai dépassé souvent ça. Là, j'étais plus dans le 575, proche du 600, là, en roulant, en faisant quand même attention, mais en utilisant vraiment l'autoroute ville, là, c'était un bon mix. Là. Fait que c'était quand même impressionnant. Ouais. Puis, si je peux me permettre, il est quand même assez précis aussi au niveau d'autonomie. On n'a pas des 50-60 km qui se volatiles. Si on roule dans des conditions normales en été et tout ça, je n'ai pas testé encore en hiver, mais je trouve qu'il est quand même précis. Quand je calcule ce que j'ai fait, puis par rapport à l'autonomie, je calcule. J'ai fait ça sur longtemps que la Leaf. Surtout si tu pars de la Leaf, c'est pas difficile. La Leaf, j'avais des pertes. L'autonomie, qui annonçait, moi, personnellement, je ne l'ai jamais atteint, même dans les meilleures conditions. Je ne l'ai jamais atteint. Mais l'Equinox, d'après moi, je pense que cet été, quand j'ai fait mon voyage, j'étais pas mal proche, là, puis j'aurais pas en faire encore. Oui, tout à fait. On va reparler un peu de certaines caractéristiques du véhicule plus précises. Donc, on va parler premièrement de la vitesse de recharge. Donc, c'est un véhicule qui se charge sur une borne niveau 2 jusqu'à 11 kW, si on a évidemment une borne à 11 kW. Et sur une borne rapide, quelque part entre 130 et 150 kW, là, tout dépendant des conditions. Mais encore là, je vous rappelle, on a affaire à la technologie Ultium de GM et d'un assemblage de piles qui nous donne une tension nominale de batterie qui est très basse, en fait, l'une des plus basses sur le marché. Là. On est en bas du 300 volts, là, 290 ou à peu près, ce qui affecte la vitesse de recharge, évidemment, parce que pour atteindre la puissance voulue, ça prend plus de courant et c'est pas toutes les bornes qui ont le courant nécessaire. Ça prend pas loin de 400 ampères si on va être capable d'atteindre là, le maximum du véhicule, ce qui fait que sur une borne de 50 kW, on charge moins vite qu'une Bolt à la limite. Sur une borne de 100 kW, on n'est pas très vite non plus. À 150, là, on commence sur une borne de 180 kW. Là, on commence à jaser. François, est-ce que tu l'as essayé sur une borne rapide? Puis qu'est-ce que ça a donné? Je l'ai fait. Écoute, j'ai fait des tests parce pour être bien honnête, avec la Bolt, même avec la Bolt, si j'utilisais une borne rapide 2-3 fois par année, c'était beau. Là, parce que, j'en avais pas souvent besoin. Mais je voulais quand même faire le test avec l'Equinox parce que j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Justement, comme tu dis, ça prend beaucoup d'ampérage pour aller chercher une bonne vitesse. Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va chercher rapidement la vitesse au-dessus de 120 kW, là, je te dirais. Puis, à un moment donné, pouf, ça retombe. Ça tombe rapidement, ça se maintient, ça remonte un petit peu, puis c'est ça. On reste à 90. 80, 90, c'est ça, exactement. Fait que c'est quand même pas si mal, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. C'est pas sa caractéristique premium, mettons. Toi, Eric, est-ce que tu l'as essayé sur une borne rapide ou pas encore? Oui, absolument. Oui, je l'ai essayé. Moi, comme François a dit, moi, j'avais lu un peu là-dessus, fait que je m'étais informé, puis il disait que pour aller chercher le P, il faut aller en haut de 180 ou une 350, puis je l'ai essayé sur une 180. Puis, j'étais allé chercher 125, mais comme François a dit, par la suite, on descend un peu dans le 90-91. Mais, tu sais, les gens, ils s'attardent à ça. Là, ça charge vite quand même. Là. Je veux dire, tu sais, mettons, tu fais un voyage, tu fais 400 km, là, parce qu'on, mettons, on calcule sur l'autoroute qu'on peut peut-être faire si on roule à des vitesses 110. Moi, en tout cas, quand j'étais allé faire mon voyage, j'ai fait en haut de 400 km. Fait, si tu arrêtes une fois en haut de 400 km, puis tu arrêtes 30-40 minutes, le temps d'aller aux toilettes, tu te prends un petit quelque chose à manger ou peu importe, ça passe vite, puis après ça, tu repars. Parce qu'à chaque fois qu'on fait beaucoup de kilométrage, on arrête toujours à un moment donné, puis après ça, tu repars parce que je trouve que ce véhicule-là, au niveau confort puis l'espace, je veux dire, c'est difficile à battre. Oui, tout à fait. Puis, toujours dans la recharge, évidemment, contrairement à la Bolt ou les autres véhicules de GM avant, ce véhicule-là a un préconditionnement de la batterie, c'est-à-dire que lorsqu'on programme dans le tableau de bord, dans le GPS,
notre destination et que cette destination-là est une borne rapide, le véhicule prépare thermiquement la batterie pour optimiser la recharge. On peut également démarrer cette optimisation-là de façon manuelle, là, si on n'a pas rentré de destination, mais qu'on sait, par exemple, que dans 20 minutes, on va être à une borne rapide ou peu importe, on peut forcer ce préconditionnement-là, ce qui aide énormément, surtout, puis on va le voir plus pendant l'hiver. C'est sûr que l'été, c'est peut-être moins critique, là, mais l'hiver, on va voir une grosse différence parce que la Bolt était pas vite, mais l'hiver était vraiment, vraiment pas vite. Effectivement. Ça va aider. Ben, comparé à une Leaf, je vais vous dire honnêtement, c'est pas mal mieux qu'une Leaf. Même que la Bolt était mieux qu'une Leaf. La Leaf, je veux dire, tu sais, une charge rapide l'été, là, s'il fait chaud, tu pars de Montréal, tu vas à Québec, quand tu reviens, tu charges à du 20 kW, puis ça charge presque plus. Là. Fait que l'absence de thermorégulation, ça fait mal. Hein? Oh, ouais, ça faisait mal. Puis ils vendent encore, puis la Leaf avec la grosse batterie se vend encore à 50 000. C'est juste pour dire que, tu sais, je trouve que Nissan, un nouveau marketing, je pense qu'au niveau des prix, c'est pour ça que c'est peut-être leur baisse de véhicules, leur baisse de vente diminue, parce que je trouve qu'au niveau prix, en ce moment, je pense qu'ils ont un petit peu de difficulté. Oui, c'est une information qui est importante à bien comprendre quand on magasine le véhicule, l'impact de la thermorégulation. Je vous bascule complètement dans un autre sujet, messieurs, et on va y aller avec toi, Éric. Qualité de la finition, de l'assemblage, autant extérieur qu'intérieur, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? C'est un très bel assemblage, honnêtement. C'était, personnellement, comme j'ai dit avec l'Aria, la plus belle finition intérieure, personnellement, moi, j'ai trouvé qui faisait plus luxueux, c'était l'Aria. Finition, je parle d'interfinition, mais je dirais que l'Equinox, il ressemble plus à un VUS, un petit peu plus comme conventionnel. Il y a un écran de 17 pouces, mais une excellente finition. Les matériaux sont quand même de qualité. Le niveau du tableau de bord, c'est pas un plastique dur dans les portes non plus. L'insonorisation est vraiment assez incroyable, je vous le dis. Moi, j'ai des pneus d'hiver en ce moment. Je roule, je les entends presque pas. Cet été, tu n'entends pratiquement rien quand tu roules avec ce véhicule-là. Surtout quand j'étais allé aux États-Unis, les routes sont super belles. J'avais l'impression de rouler sur un nuage. Et niveau finition à l'intérieur, il y a des lumières Odell, puis en plus, on peut mettre des luminosités au niveau du tableau de bord puis dans les portes. Puis on peut même changer les couleurs, faire une lumière d'ambiance. Fait que ça, c'est pas dans tous les véhicules que ça non plus. Puis ça, c'est un gros plus. T'sais, pour certaines personnes, on fait une petite lumière d'ambiance, ça peut faire beau, on peut jouer avec la luminosité. Les bancs aussi sont très beaux, des lumières Odell à l'intérieur du véhicule, c'est pas des lumières halogènes. Donc, ça donne un beau look. C'est un très beau véhicule. Comme je vous dis, pour le prix, c'est difficile à battre. François, si on parle de la taille de la valise, de l'habitacle, le volume là, du véhicule. C'est ce qui m'a surpris parce que pour vrai, avec la Bolt, on s'entend, la qualité, puis tout ça était quand même, c'était de base. Là. On va se le dire, là, c'était très plastique, tout ça, puis c'était beaucoup plus petite voiture. Quand je suis tombé avec l'Equinox, comme Éric dit, on roule avec comme sur un nuage là-dessus. Le véhicule est beaucoup plus lourd également. Donc, ça porte très bien. Mais effectivement, le volume de la valise est assez impressionnant. Une fois qu'on couche les sièges, il en rentre du stock. Ouais, vraiment. Puis, c'est ce qui nous a fait un peu pencher. Moi, j'ai beaucoup hésité pour changer la Bolt parce que j'adorais la voiture. Elle était très fiable et tout ça. Mais quand on se promenait les quatre avec le chien, le gros chien, disons que là, ça fait toute la différence. Là. Ouais. Plus d'espace. Ouais. Effectivement. Je trouve que juste pour me permettre de rajouter là-dessus, moi, je fais du vélo, puis il n'y avait pas d'attelage remorque au début, là, qui était avec l'Equinox. Enfin, je l'ai mis dans ma valise, puis honnêtement, mon vélo rentre parfaitement, j'avais aucun problème, là. Baissais le banc, puis ça rentrait super bien. Puis même en dessous du coffre, il y a un petit coffre, il y a la borne de recharge dedans, puis je mets mon compresseur de pneus là-dedans. Il y a même d'autres espaces en dessous de ça, au niveau espace, comme François a dit. C'est encore là, c'est vraiment bien. Ouais. Éric, parlons de technologie embarquée. Tu l'as dit tantôt, il y a un écran de 17,7 pouces qui est là. Par contre, il y a une absence de Apple CarPlay puis de Android Auto qui est remplacé par le système Google Automotive là, qui gère le véhicule. Est-ce que pour toi, c'était un plus ou c'était comme on dit, un élément négatif de ne pas pouvoir traîner ton Apple CarPlay ou ton Android Auto? Comment tu as vécu ça? Oui. Bien, personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, dans le sens que, tu sais, quand on fait un itinéraire, un long voyage, je trouvais que ça ressemble un peu au modèle Tesla, que le Google fait ton itinéraire puis dit quelle borne, à quel pourcentage tu vas arriver, parce qu'il est connecté avec l'auto, puis il est quand même assez conservateur.
Fait qu'on a quand même une idée de où est-ce qu'on va arrêter, puis il dit les bornes, puis l'information des bornes, c'est quoi la marque de borne et tout. Tandis que là, quand tu roules avec Apple CarPlay, ben, tu mets ton Apple CarPlay dedans, mais l'Apple CarPlay, il n'y a pas toutes les. Tu mets circuit électrique, exemple, il n'y a pas toutes les informations du véhicule. Fait que même s'il dit que tu vas arriver à cette borne-là à 25 %, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Tandis qu'avec le Google Maps, il est beaucoup plus précis, il va t'emmener vraiment dans les bornes. Puis moi, je trouvais que c'était ça mon côté un peu anxiété, là, que je trouvais que ça m'enlevait cette côté anxiété-là quand on fait un long voyage, bien au moins, tu as une planification d'itinéraire, puis c'était plus simple, plus convivial à ce niveau-là. J'ai pas, pour ma part, avec Apple CarPlay, j'ai pas remarqué de différence ou de manque. La seule point que je pourrais dire, c'est quand tu as des messages textes qui rentrent, là, on peut les lire, puis on peut l'envoyer en textant, un peu comme Siri ou Android Auto. Sauf que des fois, il dirait qu'il y a de la misère à se connecter. C'est le seul point en ce moment que j'ai trouvé que des fois, il fait. Il dirait que quand tu vas envoyer un message, il y a comme un peu de difficulté. Mais c'est rare, là, c'est pas tout le temps. Mais mis à part ça, je veux dire, moi, personnellement, je vois pas de différence. François, je sais que tu étais déjà dans l'environnement Android, toi, donc tu étais plus proche de Google et tout cet univers-là que moi qui étais plus Apple. Fait que j'imagine que le choc a été moins grand, mais je me permets de te poser une question. Est-ce que, comme plusieurs le rapportent, ton système donc, de navigation et tout ce qui est connecté, tu as parfois des moments où on dirait que le véhicule se déconnecte, n'est plus connecté sur le réseau, puis soit ton Spotify ne fonctionne plus, ou tu viens pour faire une recherche, puis ça dit il n'y a pas de connexion. Est-ce que tu as ce problème-là, toi? Non, ça ne m'est pas arrivé pendant que j'étais connecté ou que je voulais que ça se déconnectait, mais il y a eu des fois, là, très rare, mais ça a été arrivé que, par exemple, je démarrais mon Google Maps quand je voulais partir, puis qu'il y avait un petit nuage là, qui me montrait qu'il n'était pas capable de se connecter. Mais c'est quand même rare, là, ça c'est arrivé, mais c'est pas fréquent. Ça n'a pas été dérangeant. La seule chose, c'est comme Éric dit, c'est les messages textes rentrent, oui, mais on utilise beaucoup Messenger qui était dans Android Auto ou Apple CarPlay probablement, que c'est pas encore intégré là, dans l'intégration Google de la voiture, mais j'imagine que ça va venir. Fait, comme plusieurs autres applications qu'on est habitué avec Android Auto ou Apple CarPlay. Oui, mais au fur et à mesure où Google Automotive est implémenté dans plusieurs marques, là, on sait que Volvo, Polestar, maintenant GM, là, ça va vraiment ça s'en va vers ça. Oui, c'est ça. Ça risque d'accélérer l'arrivée de plusieurs logiciels qui existent en version Android, mais pas nécessairement en mode Android Auto. Donc, Non, mais je dois avouer que pour vrai, l'intégration est excellente. Le Google Maps qu'on peut jouer avec, comme si c'était une tablette. Là. Vraiment, c'est très, très. Ça répond très, très bien. Puis c'est très clair. Là. C'est vraiment bien fait. L'image est très, très nette. Effectivement. J'approuve avec François. Puis même le cadran qu'on voit en avant quand on conduit, parce qu'il y a deux écrans. On a l'écran à droite, puis on a l'écran au milieu du conducteur, puis là aussi, c'est très net. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre notre GPS, mais dans le Google Maps, on peut le mettre sur notre écran en avant de notre volant. Comme ça, on n'a pas besoin de regarder à droite, on l'a direct en avant de nous, fait qui nous dit la distance, qu'on peut voir là-dessus. On peut le mettre sur un écran ou sur l'autre. Fait que ça, c'est très bien. Messieurs, le temps file vite, puis j'ai encore plein de questions à vous poser. Je vais essayer d'accélérer la cadence pour avoir le temps des traiter. Est-ce que les deux sur votre véhicule, donc vous avez la conduite assistée, donc ce qu'on appelle le cruise adaptatif, mais vous n'avez pas le Super Cruise, je me trompe? Non, c'est ça? Dans votre cas, vous n'avez pas le Super Cruise, mais on sait que le Super Cruise existe sur certains modèles là, est disponible. Là, on parle d'une assistance. En fait, il peut être disponible sur tous les modèles. Tous les modèles, faut le demander en option, dans le fond, quand on commande le véhicule. Mais oui, c'est une option très... c'est assez avancé comme de ce que j'ai entendu dire là, pour la conduite pas autonome, mais semi-autonome. Ouais. C'est une option quand même à 4-5 000, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pas donné. Oui, c'est ça. Côté chauffage, climatisation, etc., on entend plein de choses. Hein, ces autos électriques. Premièrement, il y en a qui disent que les autos électriques, ça ne chauffe pas. Moi, en tout cas, dans la première livre, ça ne chauffait pas très fort, effectivement. Mais ma Bolt, j'ai jamais eu de problème de chauffage là-dedans, même que le problème que j'avais, c'est que des fois, il faisait trop chaud. J'ai un modèle de véhicule de GM qui n'est pas l'Equinox, mais qui est très semblable et j'ai aucun problème de chauffage. Vous autres, côté chauffage, qu'est-ce que ça a l'air? François? Moi, j'ai pas eu de problème. C'est sûr que je te dirais peut-être un petit peu plus long que la Bolt des fois à démarrer, peut-être parce qu'il y a une thermopompe, contrairement à la Bolt. Donc, le temps que le fréon et tout ça se passe puis se mette en marche. Mais côté chauffage...
écoute, moi, j'ai aucun problème. Là. Surtout quand on préchauffe la voiture d'avance. Moi, j'arrive, puis la voiture est chaude. Quand je rentre dedans, donc le chauffage est déjà en fonction. Peut-être qu'il y en a qui essayent de partir ça tout de suite, ils voient de l'air froid, puis ça n'arrive pas, puis ça ne marche pas, ils pensent que ça ne chauffe pas. Mais non, moi, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Il y a une autre petite question qui me vient en tête, là. Est-ce que vous avez eu des problématiques liées au fait que votre voiture n'était pas à jour, il y avait besoin... Parce qu'on sait que le véhicule peut faire des mises à jour over the air, donc la mise à jour est poussée par onde radio directement à votre véhicule pendant la nuit, par exemple, puis vous arrivez le matin, puis il y a une mise à jour, vous cliquez sur le piton, ça s'installe, puis... Mais il y a d'autres mises à jour qui doivent être faites chez le concessionnaire, donc c'est un mélange des deux. Puis plusieurs personnes ont eu des petits pépins au début, des trucs qui ne marchaient pas comme ça devait, puis ça nécessitait des mises à jour chez le concessionnaire. Est-ce que ça a été votre cas, Éric? Toi, est-ce que c'était ton cas? Non, j'ai pas eu ce problème-là. Moi, la seule chose qu'il faisait, c'est des mises à jour à distance. Puis les mises à jour à distance, on n'est pas obligé de rester dans le véhicule là, parce que quand ils vont faire une mise à jour à distance, ils avertissent bien, là, les portes peuvent se barrer, puis on ne peut pas utiliser rien dans le véhicule. Fait que moi, je pense que c'est important, on peut le planifier. Fait que moi, quand il y a une mise à jour, je le planifie la nuit. Puis la mise à jour, ça fait quand je rentre dans mon véhicule, la mise à jour est faite. Mais j'ai pas eu ce problème-là à aller au concessionnaire pour faire une mise à jour. Toi, François? Non, pas eu de problème non plus de mise à jour au niveau de la voiture. Puis pas de problème non. Plusieurs personnes également ont eu des indicateurs sur le tableau de bord de problèmes de batterie, qui en réalité n'étaient pas des problèmes de batterie. Puis je le sais parce que sur mon véhicule, j'ai eu la même problème. Puis en fait, le problème était lié à une mise à jour de la pompe qui pompe le liquide refroidissant là, donc du véhicule, étant donné que c'est le même système de climatisation qui se trouve à faire la climatisation de la batterie également, ben, si la pompe ne fonctionne pas bien, ben, c'est considéré comme un problème qui est lié à la batterie. Donc, ça nous donne une erreur de batterie, mais en fait, la batterie est bien correcte. Là. Ouais. On fait une mise à jour sur le logiciel qui gère la pompe de Prestone, puis le problème il est réglé. Là, fait que c'était pas un gros problème, mais ça reste que c'est inquiétant. Il y a plein de gens, c'est leur première auto électrique, puis il y a un message dans le tableau de bord que vous avez un problème avec la batterie haute tension. Entretien requis. C'est un peu paniquant. Vous n'avez pas eu ça? Tu n'as pas eu ça, François, toi, Éric, non plus? Non plus. C'est vrai qu'on a vu beaucoup passer ça. Il faudrait savoir le nombre de pourcentages que c'est arrivé parce qu'il faut comprendre que l'Equinox, ils en ont livré beaucoup. Là. Moi, je ne l'ai pas attendu, le véhicule. J'ai appelé puis je l'ai eu une semaine. J'étais chanceux, peut-être, là, mais ils en ont livré beaucoup. Fait que c'est vrai qu'on a vu beaucoup ça, mais je n'ai pas eu ce problème-là pour répondre à ta question. Il y a bien des affaires qui ont été mises à jour aussi. Effectivement. Le plus gros problème que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est les pneus, pour être bien honnête. Trouver des pneus, Trouver des pneus, des jantes. En même temps, c'est même pas un problème de l'auto comme tel. Non, exact. Non, c'est ça. Ça a été un sujet extrêmement parlé dans les derniers temps. Oui, exactement. C'est pour ça que moi, j'aurais pu choisir la RS parce que c'était pas beaucoup plus cher, mais je trouvais les pneus 21 pouces avec 40 d'épaisseur, c'est très mince, puis avec les routes, puis les trous, on est proche du mag. On n'est pas aux États-Unis. C'est ça, exact. Fait que j'avais peur que de l'accrocher puis ça brise. Puis j'étais allé avec le 2LT. Puis c'est pas correct. Je trouve que j'ai pas besoin de changer mon kit de roue. Je peux remettre du 19 pouces et mag puis ça fait mon affaire. Tout à fait. Donc, je rappelle que dans la version 2024 du véhicule, là, on pouvait l'avoir en traction intégrale ou encore en traction avant. Il y avait 4 déclinaisons, 2LT, 2RS, 3LT, 3RS. Quand on tombe dans le modèle 2025, ça a été changé la façon de faire chez GM. On a maintenant la 2LT et la 2RS et elles sont disponibles autant évidemment en version traction intégrale ou en traction avant. Oui, c'est ça, en traction avant. Et là, on a par contre des groupes commodité, groupe commodité 1, groupe commodité 2 qu'on peut ajouter sur le véhicule. Dans le cas du 2LT, groupe commodité 1 qui coûte 3 500 $, puis le groupe commodité 2 qui inclut le groupe commodité 1 qui est à 5 200 $. Et dans le cas du 2RS, le groupe commodité 1 vient de facto avec le véhicule, mais on peut ajouter le groupe commodité 2 dessus. Puis ceux qui se posent la question entre le RS et le LT, là, dans le cas du 2025, en tout cas, c'est vraiment esthétique entre les deux. Donc, on parle des mags noirs, des dessus de miroirs noirs, écriture noire sur le véhicule, la calandre est noire, le tour des ailes est noir. Grosso modo, c'est ça. Plus, tu as comme on a dit, le groupe commodité 1 qui vient avec la RS, sinon il faut acheter. Puis les groupes commodité, si vous vous posez la question, qu'est-ce que ça inclut, là? Groupe commodité
1, dans le fond, c'est siège du passager avant, réglage manuel en 6 sens, l'éclairage d'ambiance intérieure multicolore sélectionnable dont on parlait tantôt, le guidage de l'attelage. Et dans le cas du groupe Commodité 2, on ajoute en plus la mémorisation du réglage du conducteur, le siège du passager avant, réglage manuel en 6 sens et le siège du passager avant en réglage électrique en 6 sens. Donc, et tout ça là, pour 7 200 $. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se décliner pour les modèles 2025. Messieurs, je vous quitte en vous posant la question suivante. Je sais que ça ne fait pas très longtemps que vous l'avez, mais à date, là, regrettez-vous votre achat, Éric? Non, aucunement. Comme je dis, c'est comme j'ai absolument rien à dire. Là, ça va ultra bien. Puis il y a un point que je devrais dire qui est rare aujourd'hui, c'est qu'il y a un lave caméra arrière. Ça veut dire que la caméra, on peut avec l'essuie-glace en arrière, qu'on lance la pile jus, ça lave la caméra arrière. Puis même sur mon 2LT, qui était là, le modèle d'entrée de gamme en 2024, on l'a. Je ne sais pas pour le 2025, mais sur le 2LT, il l'a. Fait que, tu sais, moi, je trouve que comme je disais tantôt, là, pour côté le prix et tout, on en a beaucoup pour notre argent. François? Même chose, je te définirais l'Equinox comme tout ce qui était, tous les bons côtés que la Bolt avait, mais tout en mieux, avec plus d'options, plus d'équipements, plus confortable, plus d'autonomie. En tout cas, moi, pour vrai, non, je regrette pas mon choix. En plus que ça me coûte sensiblement le même prix que la Bolt. Oui, tout à fait. Ben écoutez, je pense que plusieurs personnes vont penser la même chose que vous. J'ai hâte, on est sur le point là, avec l'Association des véhicules électriques du Québec de sortir les chiffres. On le sait que ça va... Puis GM le dit là, que ça a explosé les ventes. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir donné, mais je pense qu'on vient de retrouver le même boom qu'on a eu une couple d'années avec la Bolt pour ce véhicule-là. C'est un super beau succès pour l'entreprise. Je pense qu'Éric a eu le meilleur terme tantôt en parlant de sweet spot là, en termes de taille de véhicule, de fonctionnalité, de gamme de prix aussi, parce que des fois, un ne va pas avec l'autre. Tu peux avoir un véhicule qui est bien parfait, mais qui n'est pas achetable. Là, tout est réuni, je pense, puis c'est ce qui fait... Puis ils semblent être capables de livrer la marchandise. Oui, ça aussi, c'est un gros point, parce que on se rappelle qu'avec la Bolt, ça n'a pas toujours été facile, mais là, en tout cas, ça continue comme ça, effectivement, ça va sûrement battre des records. Oui, on va en savoir un peu plus bientôt. On a même une petite possibilité de remorquage avec le véhicule de 1500 livres, ce qui est quand même très bien, quand même, pour un véhicule comme ça. Le véhicule électrique, de petite taille, c'est rare quand même. Effectivement. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si quelqu'un de vous deux a les prix pour 2025, à combien ils vont partir. Oui. Oui, je peux te dire ça. C'est-à-dire que le 2LT, dans le modèle traction avant, là, c'est 48 325, le PDSF. Et le 2RS, c'est 53 000. Puis si on parle du traction intégrale, le 2LT, c'est 51 825. Puis le 2RS, c'est 56 825. Est-ce que ça se pourrait que ce soit ajusté justement en prévision des diminutions de subventions? Je pense que le prix a baissé. Est-ce que ça se peut que... il se passe, oui, puis il rajoute il y a des trucs d'inclus, tu sais, fait que je pense que c'est un ajustement. Ça se balance. Mais on va voir, je pense que le gros des ajustements liés aux baisses des subventions, je pense qu'on va le vivre plus en début d'année prochaine. Effectivement. Ouais, j'ai hâte de voir les constructeurs, fabricants, comment ils vont s'organiser, parce qu'il va y avoir une perte de 3 000, puis après ça, l'autre année d'après, ça va être une autre baisse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça que j'ai hâte de voir. À suivre. François Viault, Éric Desjardins, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco,
servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. L'année 2024, ça tire à sa fin, donc une autre année de Silence on roule par la même occasion tire aussi à sa fin. Donc pour ma dernière chronique de l'année, j'ai décidé de parler plus en profondeur d'un sujet qui a retenu beaucoup l'attention en 2024. C'est revenu un petit peu dans mes chroniques au fil de l'année. Donc, par rapport à la disponibilité des véhicules actuels, il fallait profiter de la subvention. Donc, c'est un peu ça que je vais traiter aujourd'hui. Donc, la réduction de la subvention provinciale qui arrive le 1er janvier 2025. Pour ceux qui sont moins fidèles à l'écoute de mes chroniques, donc rappel pour ces gens-là, donc la réduction de 7 000 $ de la subvention provinciale à 4 000 $ en janvier 2025 pour ensuite réduire à 2 000 $ en janvier 2026. Donc actuellement, je vois beaucoup de publicités de manufacturiers passer à la télé, à la radio, sur Internet aussi. Donc, on vous en incite beaucoup à profiter de cette subvention-là d'ici la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui pourront pas, par choix ou par exemple, obligation, qui sont pas prêts encore de changer de véhicule? Qu'est-ce qui va arriver de ces gens-là qui vont devoir acheter après l'échéance de la fin 2024. Donc, pour l'année 2025, quel sera l'impact, surtout au début de l'année, pour les gens qui ne pourront pas prendre livraison d'un nouveau véhicule d'ici la fin de l'année? Donc, voici 3 scénarios plausibles qui pourraient se présenter pour les premiers mois de 2025. Donc, le premier scénario, aucun changement. Donc, ce que les manufacturiers feraient, c'est qu'ils garderaient le prix tel quel, donc le PDSF de leur véhicule, on ne les change pas, et ce qui aurait comme effet, comme impact direct pour les gens qui se procurent un véhicule électrique, que la facture totale pour le consommateur augmente de 3 000 $. J'anticipe pas que ce soit une période très longue, par contre. Donc, c'est très possible que les manufacturiers se regardent un petit peu, évaluent un petit peu comment que la diminution de la demande se concrétise ou pas. Donc, on pourrait assister, selon moi, à un effet domino. Donc, si un commence à bouger et que l'autre manufacturier qui est un segment de véhicule similaire à un véhicule, par exemple, que le prix baisse, je m'attends à ce qu'il y ait des réactions relativement assez rapides à ce niveau-là. Donc, je ne suis absolument pas dans le secret des dieux. J'ai aucune information qui pourrait m'indiquer qu'il y aurait un changement immédiat, mais selon moi, on pourrait rapidement arriver au deuxième scénario, ce qui est à dire la réduction de prix de plus ou moins 3 000 $ pour compenser la réduction de la subvention. Une chose qui est importante par contre à garder en tête, c'est que les PDSF que les manufacturiers offrent au Canada sont nationaux. Donc, c'est pas des prix spécifiquement pour le Québec et des prix spécifiques pour les autres provinces. Ce sont des prix annoncés qui font pour l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Donc, c'est certain que les manufacturiers, c'est pas parce que le Québec a un changement au niveau de sa subvention qui va nécessairement faire une réaction au niveau du prix pour l'ensemble du Canada. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que le Québec a une énorme part de marché au niveau des véhicules électriques. Donc, c'est certain que ça, selon moi, ça va influencer un petit peu leurs décisions. Mais ce qu'il faut au moins évaluer, c'est qu'actuellement, ce qui va arriver, c'est que la Colombie-Britannique a aussi une subvention de 4 000 $. Donc là, on va être
appareillé avec cette autre grosse province qui a aussi une grande influence dans le marché des véhicules électriques au Canada. Et finalement, le troisième scénario, très plausible aussi, c'est que sans nécessairement jouer avec le PDSF, les manufacturiers auraient l'option aussi d'offrir des réductions de taux d'intérêt ou des programmes incitatifs par-dessus le PDSF qui pourraient venir aussi jouer au niveau du prix de revient total que le consommateur va devoir débourser pour son véhicule. Il faut garder en tête que la majorité des consommateurs vont soit financer l'achat d'un véhicule ou le louer. Donc, je le répète souvent, le taux d'intérêt a une influence très importante sur le montant mensuel que les consommateurs sortent de leur poche. Donc, encore ici, les programmes et les promotions de réduction de taux d'intérêt sont aussi nationaux, comme je l'expliquais plus tôt. Donc, encore là, c'est aussi un jeu d'évaluer le marché canadien dans son ensemble, mais en gardant en tête que le Québec a une certaine importance dans le niveau de maintenir des ventes au Canada au complet. Donc, au final, c'est assez difficile de prédire un scénario commun, général à toute l'industrie, à savoir dans quelle direction toute l'industrie va se diriger. Ça va beaucoup dépendre des niveaux d'inventaire, ça va dépendre de quel manufacturier veut maintenir le plus possible ses ventes dans le créneau des véhicules électriques. Je serais par contre extrêmement surpris qu'on se rende au printemps sans que rien ne change absolument. Donc, selon moi, il va y avoir un certain ajustement par quels moyens les manufacturiers vont trouver une façon de maintenir un prix pour que pour le consommateur, ça revienne plus ou moins au même. Je serais quand même relativement surpris que d'ici le printemps, on se retrouve dans une situation où il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Car l'élément qu'il ne faut pas négliger dans toute cette équation-là, c'est qu'il y a toujours les lois zéro émission là, en vigueur qui doivent obliger les manufacturiers à maintenir un certain niveau de vente de leurs véhicules pour que ce soit des véhicules électriques. Donc, on ne peut pas seulement dire « allons vendre nos véhicules ailleurs, dans les autres provinces ou dans d'autres pays, par exemple ». Il faut quand même que ce niveau-là se maintienne au niveau que la loi le prédit. Donc, moi, ma recommandation pour si vous êtes sur le point de faire l'acquisition d'un véhicule électrique ou que vous hésitez si vous devez attendre ou pas attendre. Donc, moi, c'est toujours ma recommandation, c'est que si le timing est bon pour vous, si vous êtes prêt à changer de véhicule, que le prix actuel vous convient, que le modèle convoité est disponible, moi, je vous dis, allez-y. Mais de là à devancer un changement de voiture, si votre voiture actuelle subvient encore bien à vos besoins, moi, je vous dirais pas de presser ou de devancer vos plans. Selon moi, d'ici le printemps, comme je vous dis, selon moi, il va y avoir un certain ajustement qui s'en vient. Donc, allez-y selon vos plans et soyez vigilants, soyez à l'affût des promotions. S'il y a quelque chose qui se présente, c'est certain qu'il ne faut pas passer à côté d'une belle offre qu'un concessionnaire vous ferait. Alors, c'est ce qui met fin à ma dernière chronique de 2024. C'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route de vacances. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux.
Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fiz.ca. Le calendrier est relativement calme à cette période-ci de l'année en ce qui a trait aux événements en lien avec l'électromobilité. Les grands salons sont terminés, la plupart des événements extérieurs également. Il ne reste qu'un kiosque virtuel de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un kiosque virtuel, c'est une conférence sur laquelle on peut se connecter à distance, en Zoom, et pendant laquelle on peut poser nos questions sur les voitures électriques à des experts de l'AVEC. C'est l'équivalent d'aller les rencontrer à leur kiosque dans les salons, mais de façon virtuelle. Le prochain, c'est le 9 décembre de 19h à 20h. Pour avoir l'information, vous devez aller sur le site de l'AVEC et consulter la section événements et calendrier pour vous y inscrire gratuitement. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire François Villot, Éric Desjardins, Stéphane Levert ainsi que Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier et Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.